À plus d'un titre aujourd'hui, je suis heureux d'être fier d'être parmi vous. Heureux de vous apporter le salut fraternel de la Confédération, un salut amical et militant. Heureux de vous apporter le salut du Bureau confédéral et de son secrétaire général, Frédéric Souillot. Tout simplement heureux et fier d'être force ouvrière. En ce qui me concerne, il y a peu de temps, j'ai fêté les 44 ans d'adhésion à notre organisation. Pour moi, être force ouvrière, et comme nous toutes et tous, c'est donner tout simplement un sens au mot camaraderie. Depuis 75 ans, Force ouvrière a cueilli son sillon, a creusé son sillon dans le paysage syndical, car depuis l'origine, FO incarne un syndicalisme libre et indépendant, fidèle à la charte d'Amiens, ça a été rappelé, indépendant des partis politiques, sans exception, indépendant des gouvernements, des religions, du patronat et de tout autre mouvement. En 75 ans, plus de 75 ans aujourd'hui, Force ouvrière n'a jamais dévié. C'est bien ce syndicalisme libre et indépendant que nous incarnons aujourd'hui. C'était la volonté de préserver la liberté et l'indépendance qui a été voulue par nos illustres aînés au nom de Jouot, Bottereau, Neumeyer, Delamarre, Bouzanquet, qui voulaient poursuivre l'action d'une Confédération générale du travail historique. Dès sa création, Force ouvrière a soutenu l'idée de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs au travers des revendications économiques et sociales, ainsi que de la paix pour les travailleurs. Oui, mes camarades, le sujet de la paix, vous en avez parlé pendant votre résolution, est toujours aujourd'hui plus que jamais d'actualité, car le slogan « Paix, paix, liberté » qui a été repris ces dernières années, et souvent à l'occasion du 1er mai, résonne partout sur la surface de la Terre comme une nécessité pour les femmes et les hommes au travail, et par extension pour les citoyens du monde. Il est de notre responsabilité, mes camarades, dans la continuité de Léon Jouot, que nous défendions justement ces hommes et ces femmes qui sont impactés par tous les effets de toutes les guerres. C'est ainsi que des militants force ouvrière, au sortir de la dernière guerre mondiale, s'étaient saisis de la reconstruction du pays et du développement économique pour construire, syndicalement, socialement parlant, deux piliers de la pratique contractuelle, le contrat collectif et le paritarisme. Au gré des décennies, nous n'avons eu de cesse de croire que la voie du paritarisme ou celle de la négociation, et s'opposer lorsqu'il le faut, bien sûr, sont les chemins pour construire, obtenir ou défendre les droits des salariés. À ce propos-là, je viens de rajouter une petite phrase. Quand nous sommes assentés avec Thierry tout à l'heure pour rencontrer la journaliste, nous lui avons dit qu'aujourd'hui nous déplorions Force ouvrière que dans l'actualité, bon nombre de combats que nous devons mener sont des combats où nous devons défendre, préserver, alors que l'essence même du syndicalisme, c'est d'obtenir de nouveaux droits. Et quand, dans les interventions à cette tribune, j'ai entendu tout à l'heure une référence à Stephen Hawking sur le changement. Changement, oui, mais mes camarades, il doit y avoir des reconquêtes syndicales, il doit y avoir de nouveaux droits, il doit y avoir de nouvelles constructions sociales et syndicales. Alors, mes camarades, oui, lorsque les accords sont bons, nous les signons. Lorsqu'ils ne le sont pas, nous nous opposons. Comme toujours, et ça, c'est écrit dans nos textes, nous ne sommes pas insensibles à la forme de l'État. Nous ne sommes pas insensibles au contexte général, politique et économique. Finalement, nous, ce qui compte, c'est d'être le plus efficace pour la défense des droits des travailleurs. Il y avait une formule historique qui, un temps, avait été lancée. Et je peux vous en témoigner, j'étais à ce congrès quand Bergeron a passé la main à Marc Blondel en 89. Il y en a qui n'étaient pas montés à la tribune pour dire « il faut État politique ». C'est une mauvaise formule, mes camarades. C'est une mauvaise formule parce qu'on n'est pas apolitique au sens exact du terme. Lorsqu'on fait du syndicalisme, on fait de la politique au sens noble. On fait aboutir une revendication et celle-ci a des conséquences sur les structures de la société, sur les femmes et les hommes qui travaillent. L'obtention des congés payés, mes camarades, par les anciens de Force ouvrière en 1936, c'était bien d'influer sur les structures pour faire en sorte, tout simplement, d'obtenir des droits. A contrario, nous ne faisons pas de politique puisque nous ne donnons pas de consigne de vote. Nous n'en avons jamais donné et nous n'en donnons pas. Sur les retraites, mes camarades, quelques mots. Vous en avez parlé dans vos interventions.
Au nom du bureau confédéral, je vous le dis clairement, nous ne tournons pas la page. Il est hors de question que nous tournions la page. L'abrogation est toujours demandée par nos instances, par le CCM, par la CE confédérale, et nous faisons en sorte de vous confirmer que toutes les réformes paramétriques, quelles qu'elles soient, qui se sont succédées, n'ont été que des spéculations, des projections alarmistes. On a vu encore il n'y a pas longtemps le corps, je vous en dirai un mot tout de suite après, pour tenter de résorber les déficits des régimes et ainsi impacter le droit des travailleurs de manière lourde. Concrètement, toutes les réformes qui se sont succédées ont voulu, mes camarades, réduire le niveau des pensions. Et tout ça sur fond de chômage. Parce que le gros problème, c'est qu'on ne traite pas le problème à la racine. C'est-à-dire, c'est la problématique des pertes d'emploi, la problématique des désindustrialisations, la problématique des délocalisations. Cette réforme, mes camarades, nous l'avions rejetée car nous insistions, nous disions que seuls les emplois pérennes pouvaient justement sauver les régimes et sauver ce à quoi nous sommes attachés, les droits collectifs, la protection sociale collective et tout ce qui va avec, justement, le salaire indirect. Alors, mes camarades, aujourd'hui, nous sommes mobilisés, nous l'avons été. On considère que cette réforme a toujours été, bien sûr, on l'avait qualifiée d'injuste, brutale, mais je vous rappelle tout de même que, contre l'avis écrasante d'une majorité de la population, le gouvernement a utilisé tous les artifices constitutionnels. Alors aujourd'hui, pourquoi il nous convient de ne pas tourner la page? Tout simplement parce que, il y a quelques jours encore, Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, revenait avec un sujet d'introduction d'un certain pourcentage de la capitalisation dans le régime général. Mes camarades, on ne peut pas accepter ça. Si demain, ça a été dit également à cette tribune, dans cette journée, si demain, on met de la capitalisation dans les régimes de retraite générale, c'est exactement ce qui s'est passé dans les pays nordiques au moment de la crise de subprime. Mais aujourd'hui, lorsque vous avez des fonds comme BlackRock, qui, quand ça ne crache pas, ils se retirent et ils s'en foutent des conséquences, lorsqu'on a eu en Angleterre, il y a de nombreuses années en arrière, l'affaire Maxwell, où des travailleurs britanniques se trouvaient un mois, en fin de mois, avec une retraite de 1000 livres, le mois suivant, leur retraite était plus que de 300 livres. Donc, mes camarades, on ne peut pas accepter ça. Et bien évidemment, il y aura à combattre, et nous combattrons. Dans cette actualité, justement, des retraites, un texte a été adopté il y a peu, symboliquement, par l'Assemblée nationale. C'était le rapport du corps. Alors, mes camarades, le rapport du corps. On fait adopter à l'Assemblée nationale un rapport du corps. Si c'est bien ça, autre chose, ce n'est pas autre chose que le dernier acte du conclave, puisque le conclave, ça a été un échec. Le patronat, bien évidemment, il veut entériser les 64 ans. Le corps, lui, il propose d'aller plus loin, puisqu'il veut reconnaître un déficit inférieur aux prévisions, mais il souligne toujours qu'il résulte un manque de recettes, et non pas une dérive des dépenses. Alors, mes camarades, on ne se raconte pas d'histoire, on est en famille, on est entre nous, mais la dernière réunion du conclave, qui doit se tenir le 17 juin, ils le savent tous que les voies de passage sont étroites, puisque aujourd'hui, ils veulent aboutir à un document commun. Si pour ceux qui sont restés, leur compromis peut tourner autour, éventuellement, de saupoudrage pour la retraite des femmes, alors que ça demande une véritable attention, on le sait tous, par rapport aux trous dans les carrières. Ils demandent un accord sur le pilotage du système, une capitalisation, je l'ai dit juste avant, pour que ce soit pris en compte avec la pénibilité. Plus que jamais, mes camarades, les blocages sur l'âge de départ, sur le financement ou sur le retour, que ce soit bandage ou bande de cotisation, tout reste en l'état. Et, mes camarades, nous avons eu raison de sortir de ce conclave qui était une véritable mascarade. Alors, mes camarades, nous ne tournons pas la page, je vous l'ai dit, mais il y a bien d'autres revendications qui restent toujours à porter, celle des salaires, par exemple. Bien qu'on nous dise que les prix stagnent, désormais, on ne parle plus trop d'inflation, parce que ça leur permet justement dans les NAO d'avoir des petites propositions d'augmentation de salaire. Même si les prix stagnent ou baissent, ou qu'ils ralentissent, l'inflation reste élevée. Vous avez vu, mes camarades, qu'un certain nombre... Vous avez vu, mes camarades, que
Ça va. Oui, donc merci. Oui, je vous disais, vous avez vu que les prix, on nous dit que les prix sont maîtrisés ou autres. Vous avez vu ce qu'ils font maintenant? Ils laissent le prix en l'état, ils disent de toute façon on va faire stagner les prix, on ne peut plus augmenter, mais ils diminuent la quantité des produits. Mes camarades, ça revient au même, ça impacte de toute façon la consommation et ce qu'il faut mettre en argent pour remplir le frigo. Les prix des carburants continuent d'augmenter, mes camarades, ça ne vous échappe pas. Les factures d'électricité, idem. Et bien évidemment, je vous rappelle quand même que la taxe foncière, on nous a dit que la taxe d'habitation avait disparu, elle a disparu sur le papier, mais dans les taxes foncières, quand vous regardez à quel niveau dans certaines villes, dans certains départements, elles ont augmenté, eh bien le chemin de compensation a été fait. La question du pouvoir d'achat, ça reste toujours pour Force ouvrière, vous savez qu'on nous a toujours qualifié de syndicat de la fiche de paye. Pour un grand nombre de salariés et de familles, c'est une véritable difficulté, puisque pour nous, défendre la fiche de paye, pour remplir le frigo, freiner la flambée du coût de l'énergie, agir pour les conditions de travail, défendre la fonction publique et la protection sociale, sont bien les positionnements majeurs de notre organisation Force ouvrière. Pour l'assurance chômage, quelques mots, nous espérons bien reprendre la main prochainement sur les droits des demandeurs d'emploi pour une raison. Vous le savez, récemment, dernièrement, toutes les réformes qui se sont succédées sur l'assurance chômage n'ont fait que dégrader bien évidemment les droits des demandeurs d'emploi. Eh bien, encore il y a quelques jours, une circulaire confédérale a été adressée, vous les trouverez sur vos boîtes dans les unions départementales et vous les ferez circuler. Il y a eu le décret qui a été pris sur les dernières sanctions envers les demandeurs d'emploi. Force ouvrière, je vous le rappelle, a été l'organisation qui a apporté son opposition à ce texte sur les dernières sanctions. Nous sommes opposés, bien évidemment, et nous l'avons dit clairement, alors que d'autres organisations sont particulièrement ambiguës sur le sujet. Désormais, je vais vous parler un peu de fonction publique. Le gouvernement, ça a été dit, veut faire baisser le nombre de fonctionnaires, soi-disant, pour baisser les dépenses publiques. Alors, mes camarades, les déclarations ministérielles du week-end dernier ont alimenté encore une fois le fameux concours Lépine des mauvaises idées en matière de réduction de dépenses pour 2026. Après le gel du point d'indice, après la baisse de l'indemnisation des arrêts maladie, le fonctionnaire bashing refait surface. Les paris sont lancés sur un bon nombre de postes, comme quoi il faudrait supprimer la fonction publique. Je vous fais une petite parenthèse, mes camarades, quand j'étais secrétaire du D dans le Rhône, j'avais été conduit à mettre une volée de bois vert à quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle Jean-Michel Aulas, et son entraîneur, c'était Bernard Lacombe, qui avait déclaré dans un journal à ses joueurs qui ne couraient pas assez vite après un ballon parce qu'ils avaient perdu un match, il avait déclaré dans la presse « Cessez de vous comporter comme des fonctionnaires ». Vous imaginez le courroux qui avait été le nôtre à l'époque, et je le redis aujourd'hui avec un peu d'humour, mais nous avions obtenu des déclarations d'excuses publiques. Donc c'est bien dire qu'il nous faut toujours ne jamais baisser la garde sur le fonctionnaire bashing, parce que ça revient en permanence, etc. Le gouvernement doit présenter d'ici au 14 juillet de cette année les grandes lignes du budget 2026. Il privilégie la réduction des dépenses, la hausse de la fiscalité pour dégager 40 milliards d'euros répartis entre État, Sécurité sociale, collectivités locales, et il voudrait ramener un déficit à 4,6 pour le produit intérieur brut l'an prochain. La fonction publique, en début de semaine, mes camarades, dans les locaux de la Confédération, a présenté un cahier indicatif lors d'une conférence de presse, et la Confédération était aux côtés des fédérations de fonction publique. La Fédération présente a bien évidemment dénoncé la paupérisation des agents qui se poursuit au travers du gel du point d'indice. Elle a dénoncé que les grilles indiciaires étaient totalement atones et surtout, Force ouvrière a déclaré, et nous sommes aujourd'hui la seule organisation qui le déclare clairement, que 31,5%, c'est le chiffre de la perte de pouvoir d'achat subie par les agents publics depuis l'an 2000. Aujourd'hui, la Confédération reste sur un refus de la rigueur, un refus de l'austérité
pour défendre les services publics, pour demander leur renforcement partout sur le territoire, pour commencer l'hôpital, l'école, l'enseignement supérieur et la recherche, et puis on n'oublie pas l'augmentation des salaires, la défense des pensions, du système de sécurité sociale, puisque tout ça alimente leur théorisation de l'austérité. Aujourd'hui, mes camarades, on est toujours mobilisés également sur le secteur privé. Je viens de vous parler du public, je vais vous parler du privé un peu. Nous rappelons nos exigences en matière de réindustrialisation. Vous vous rappelez quand même que le candidat Macron, qui au passage, il n'est plus président de la République, il n'est que chef de l'État. Lorsqu'on veut être désigné président de la République, c'est qu'on défend les valeurs de la République. Il ne les défend plus, mes camarades. Nous désormais, ne qualifions plus que Emmanuel Macron comme un chef d'État. Mais ce chef de l'État, il avait promis de la réindustrialisation. Aujourd'hui, non seulement il n'en est rien, mais c'est même pire. On a, par exemple, un nommé Mittal, vous le connaissez, celui qui possède le groupe ArcelorMittal, qui fait du chantage à l'exonération. Sinon, il va délocaliser en Pologne, sinon il veut délocaliser ailleurs. Mes camarades, c'est bien dans le secteur privé, les exonérations à tout craint, ça a été dit aussi par rapport bien évidemment à l'impact sur les cotisations, mais le CICE, mes camarades, crédit impôt compétitivité emploi, crédit je te donne de l'argent, je fais en sorte qu'on alimente la compétitivité, c'est-à-dire que les entreprises soient meilleures, et qu'on améliore ou qu'on maintient ou qu'on défend les emplois. Le crédit impôt recherche, mes camarades, c'est bien évidemment faire en sorte que les structures de recherche pour pouvoir développer le secteur privé et l'industrie restent sur notre territoire, restent en France. Ben, mes camarades, de tout cela, c'est de l'enfumage parce qu'ils ont touché le pognon pour un certain nombre. Je pense à des Sanofi, je pense à des groupes comme Volvo, par exemple Renault Trucks. Ils ont pris le pognon et ils ont redélocalisé. En Suède, par exemple, le groupe de la recherche, ou Sanofi qui veut délocaliser à l'étranger en faisant des coups de chantage permanents à l'emploi et aux exonérations. Oui, les exonérations, mes camarades, ce sont des enfumages envers le monde du travail, parce que les politiques de désindustrialisation menées en France, comme dans d'autres pays, ça nous rend vulnérables sur l'approvisionnement en matières premières, et ça paralyse beaucoup de secteurs d'activité en dégradant la situation de l'emploi, comme dans un milliard. Mes camarades, aujourd'hui, c'est bien par l'investissement public, par les investissements massifs dans le privé également, qui permettront de la sécurité alimentaire, une indépendance énergétique, une transition climatique qu'on pourra revaloriser et favoriser les relocalisations sur des sites en France, dont dans vos régions. C'est pourquoi, mes camarades, lorsque des financements publics, et c'est la position qui a été développée par notre secrétaire général, lorsque des financements publics sont engagés, ils doivent être conditionnés à des objectifs d'une part, et ils doivent être associés à des dispositifs de suivi étroits, évaluation, contrôle, et lorsqu'il y a un manquement, sanction, de l'argent doit revenir. Si mes camarades, vous faites une faute professionnelle, vous savez ce qui se passe, je ne vais pas vous le démontrer. En tout cas, pour étayer tout ça, il y a, lorsque je préparais notre intervention devant vous, il y a une semaine, on a reçu une information de la DARES qui a confirmé que fin mai, on a toujours une forte dynamique de licenciement économique dans notre pays, avec des PSE. Alors, moi j'ai du mal peut-être parce que je suis un vieux machin qui est connu d'autres terminologies, mais plan de sauvegarde de l'emploi, c'est quand même, pour le coup, une escroquerie mentale cette affaire-là. C'est tout simplement des plans de licenciement, point à la vie, appelons les choses comme elles doivent être, et au moins on pourra défendre les travailleurs. Mais ils n'arrêtent pas de nous servir ça. Et puis, dans le même temps, mes camarades, c'est là où c'est incompréhensible. On a des défaillances d'entreprises, on a tout un tas de difficultés, mais les grands groupes qui souvent sont les donneurs d'ordre de ces entreprises qui ont des difficultés, eh ben, elles dégagent leurs actions sur les places financières mondiales des dividendes de dingue. Elles dégagent des dividendes, elles dégagent des profits et de la spéculation, y compris de très haut niveau sur les valeurs numéraires des actions. Voilà mes camarades pour les secteurs. Je voudrais vous dire, avant de conclure, dans l'actualité syndicale, les numéros 1 se sont vus le 2 juin à la Confédération pour regarder un petit peu l'agenda autonome, parce qu'on ne peut pas laisser le gouvernement reprendre la main, nous imposer des négociations, etc. Il y a eu un rejet de la conférence sociale, vous le savez, qui a été voulu par le président, que ce soit des employés des organisations patronales ou syndicales.
Quoi qu'il en soit, on le sait, il va falloir quand même qu'on croise le fer. Lydie, dans son intervention, le sait parfaitement, la Sécu sera toujours dans le viseur, et nous devrons de toute façon croiser le fer pour préserver cette protection sociale. Mes camarades, au gré des années, il y en a certains, alors, quand on lit certains articles, vous savez, quand on est sorti du conclave, il y a beaucoup de journalistes qui se sont targués comme quoi Force ouvrière aurait changé, comme quoi même nous serions devenus contestataires. Alors mes camarades, ce mot contestataire, il faisait bondir quelqu'un que notre organisation a porté pendant des années à la fonction de secrétaire général, c'était Marc Blondel. Ce mot contestataire faisait bondir Marc Blondel. Pourquoi? Parce qu'on aurait été contestataire devant des licenciements collectifs. On serait contestataire devant un détricotage de la Sécu. On serait contestataire devant la remise en cause des retraites. On serait contestataire devant le détricotage du Code du travail et des conventions collectives. On serait contestataire devant le sabotage de la fonction publique. On serait contestataire devant la décentralisation de l'État. On serait contestataire devant la réforme de l'État. Alors, mes camarades, soyons nous-mêmes. Soyons exigeants, déterminés, revendicatifs, libres, indépendants et surtout fiers de nous. N'oublions pas qu'en 2022, FO a réussi les élections au sein des 3 versants de la fonction publique. De nouvelles élections se profilent à l'horizon dans 18 mois. Il y aura également dans 18 mois des élections au conseil d'administration des bailleurs sociaux. Ça, c'est pour la FEUC. Et surtout, puisque Pierrick disait tout à l'heure, parlait du développement, de la formation, il y aura les cycles électoraux des CSE dès mi-2026, c'est-à-dire dès que notre congrès confédéral est terminé. Le congrès confédéral aura lieu au mois d'avril 2026, dès juin 2026, mais surtout septembre 2026, ça commence à réattaquer le cycle des élections des CSE à plein, avec des gros pics en 2027-2028. Et là, mes camarades, il en va toujours de notre représentativité, il en va de notre visibilité pour être vu, de notre visibilité pour être compris, de notre audience. Il en va de notre présence à la table des négociations. Il en va de notre présence dans les instances où nous siégeons. Il en va de notre financement. Il en va de l'avenir de la Confédération des unions départementales et des fédérations. Mes camarades, si nous voulons avoir la capacité de résister, de nous faire entendre, d'évoluer, nous devons toujours peser pour que le rapport de force soit en notre faveur. Mes camarades, la Confédération s'engage à être à nos côtés pour prendre notre futur en main. Ce tour d'horizon, mes camarades, démontre que Force ouvrière agit au quotidien à tous les niveaux possibles pour que toutes les travailleuses et les travailleurs soient dignement défendus. Nous sommes et nous devons rester un acteur incontournable du dialogue social. Je vais terminer, mes camarades, par un remerciement. Un remerciement à vous, tout simplement, toutes et tous qui portez les valeurs de Force ouvrière. Vous qui défendez les collègues chaque jour, soyez-en fiers. Bravo, mes camarades, pour votre engagement permanent. Je le dis, bravo pour ce congrès. Vous êtes l'avenir de notre organisation. Vous êtes la garantie de la continuité. Chers camarades, nous aurons de nombreux combats à mener. Nous sommes des syndicalistes. Nous sommes déterminés, confiants dans notre avenir. Nous le montrerons collectivement. C'est notre responsabilité la plus importante. FO était là. FO est là. FO sera là. Et il faudra compter avec nous pour faire avancer le progrès social, la justice sociale, la paix, la liberté. Vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la justice sociale, vive l'UD 56 et vive la Confédération Générale du Travail Force ouvrière.